Au Liban, la litanie du nombre de morts rejoint petit à petit celle de Gaza. Ce lundi 7 octobre, 10 pompiers qui se trouvaient dans le caserne de Barachit, au sud du pays, ont été tués dans une frappe aérienne israélienne. Face à cette crise qui ne cesse de s'aggraver dans le pays, les autorités béninoises ont pris une mesure forte pour assurer la sécurité de leurs ressortissants. Le mardi 8 octobre 2024, le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Olusegun Bakari, a lancé un appel pressant à l'ensemble des citoyens béninois vivant au Liban, les enjoignant à quitter le pays sans délai. Dans un communiqué officiel, le ministère a exhorté les Béninois à prendre les derniers vols commerciaux encore disponibles pour rejoindre Cotonou. Compte tenu de la dégradation continue de la situation sécuritaire au Liban, nous appelons nos compatriotes à rentrer au plus vite, a déclaré le chef de la diplomatie béninoise. Le ministre a également déconseillé tout voyage vers le Liban pour les Béninois, soulignant les risques accrus dans cette région du Moyen-Orient en proie à une instabilité majeure. Pour faciliter le départ des citoyens dépourvus de documents de voyage, le ministère a mis en place une procédure simplifiée. Ceux qui n'ont pas de passeport ou dont les documents ne sont plus valides peuvent demander un laissez-passer directement via le portail du service public. Les parents peuvent également solliciter les autorisations pour les enfants de moins de 18 ans. Ce rappel de vigilance s'inscrit dans un contexte où les tensions régionales s'intensifient, rendant les conditions de vie et de sécurité extrêmement précaires pour les populations étrangères, y compris les Béninois résidant au Liban. Le ministère des Affaires étrangères a également profité de cette occasion pour inviter tous les citoyens béninois de la diaspora à s'inscrire gratuitement au registre des Béninois de l'extérieur via le lien http://idiaspora.service-public.bj afin de bénéficier d'une protection consulaire renforcée et des facilités administratives mises en place par le gouvernement. Ce dispositif déjà en vigueur permet aux autorités béninoises de mieux encadrer et assister leurs citoyens à l'étranger, surtout en cas de crise. Le président Patrice Talon a reçu en audience ce mardi 8 octobre 2024 une délégation de la FIFA conduite par le directeur des associations membres Afrique à la FIFA. En séjour au Bénin dans le cadre de la Journée mondiale du coton, le groupe composé notamment du secrétaire général de la CAF et du président de la Fédération béninoise de football a échangé avec le chef de l'État sur les projets de développement du football au Bénin financés par la FIFA. Du centre de perfectionnement de Misreté au projet pour les jeunes filles à Lokossa, en passant par le programme FIFA Coach Talent, la délégation a discuté avec leurs hôtes sur ces différents projets mis en œuvre en partenariat avec la FIFA. L'essentiel, c'est qu'il fallait continuer à travailler sur cette lignée que l'on a. La Confédération africaine de football est pleinement engagée parce que le secrétaire général était à mon poste auparavant et nous continuons sur le même chemin avec le président de la fédération et le gouvernement pour avancer et donner de vraies chances et de vraies opportunités à la jeunesse béninoise. Également de la délégation, le ministre des Sports, Benoît Dato, a quant à lui fait le point des projets en cours de réalisation grâce au soutien de la FIFA. Nous avons abordé le développement du football en général et tous les projets sur lesquels la FIFA nous accompagne aujourd'hui, à savoir le centre de perfectionnement de Misirete, de Ndali, des jeunes filles de Lokossa qui est un projet et qui va être construit bientôt, à travers le coach talent qui est un programme de la FIFA qui nous a mis à disposition des coachs talent qui encadrent nos enfants, nos potentiels, et également le projet Forward qui permet aujourd'hui d'avoir quelques infrastructures. Et donc globalement, il y a ces projets qui sont déjà en implémentation et d'autres à venir dans le cadre de certains partenariats avec des acteurs internationaux
il est envisagé également d'autres projets dans le cadre du développement du football. Nous sommes très heureux et très fiers de faire cette route avec la FIFA et de toujours continuer à mériter la confiance et de rester dans la dynamique qu'il faut pour le développement du football. Cette première phase essentiellement théorique a été suivie d'une phase de recherche et de rédaction de rapports, d'études de cas, d'intérêt pour l'administration forestière. Les résultats de ces études de cas ont été présentés publiquement devant un jury et les documents seront disponibles à la bibliothèque de l'école et aussi sur le site CHM pour les recherches de qualité. Comme l'a dit la directrice de l'école tout à l'heure, cette formation est l'une des réformes phares du sous-secteur forestier prévu dans le statut spécial des fonctionnaires des eaux, forêts et chasses. Pour cette deuxième édition, donc, elle a regroupé 22 apprenants, tous conservateurs de première classe des eaux, forêts et chasses. Cette formation pluridisciplinaire a pour but d'élever le niveau des capacités managériales des apprenants, tant dans la gouvernance des ressources naturelles que dans le domaine des opérations interforces et la gestion des ressources humaines. Toutes choses qui font des lauréats de hauts fonctionnaires des eaux, forêts et chasses. Chers récipiendaires, il est attendu de vous, après votre formation, des aptitudes spéciales qui vous distinguent particulièrement. Votre responsabilité à cet égard est grande. C'est pourquoi je vous exhorte à la probité, au professionnalisme et à une meilleure gouvernance des ressources. À la fin de cette formation, nous nous sentons prêts à embrasser avec détermination nos missions afin de contribuer efficacement à la vision de la nouvelle politique forestière qui, je cite, à l'horizon 2040, vise des espaces forestiers du Bénin restaurés, conservés et gérés durablement pour remplir leurs multifonctions en faveur de l'économie, de la société, de l'environnement et du climat. Au nom de mes collègues stagiaires, je voudrais exprimer notre gratitude au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et au ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable pour avoir autorisé cette formation de niveau supérieur. À monsieur le directeur général des eaux, forêts et chasses, nous voudrions le prier de recevoir nos sincères remerciements pour l'accompagnement sans faille dont il a fait montre pour la réussite de cette formation. Nos remerciements vont également à l'endroit de la directrice de l'École nationale des eaux, forêts et chasses et à tout le comité d'encadrement pour avoir facilité la mise en œuvre des curricula de formation. Nous voici donc à la fin de cette formation qui a nécessité sûrement beaucoup d'efforts, d'endurance, de sacrifices consentis tant par les apprenants que par les responsables de l'administration forestière, y compris ceux de l'école forestière, et j'ajouterai, y compris vos épouses et vos époux. Au salon Francothèque, le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi Bakari, a animé un panel où il a présenté les avancées du Bénin en matière d'innovation, soulignant l'engagement du pays à soutenir des startups qui répondent aux défis quotidiens. Une dizaine d'entrepreneurs béninois représentant un écosystème dynamique et inclusif étaient également présents au salon pour présenter les solutions technologiques innovantes.
au-delà de la culture, dans un monde qui se globalise, où on a très souvent envie de parler anglais parce que ça facilite beaucoup de choses. Le monde francophone revêt toujours une importance particulière parce que nous sommes un marché particulier. Madame la ministre l'a dit tout à l'heure. C'est 300 millions de personnes aujourd'hui. D'ici 2050, c'est 700 millions de personnes qui partagent la même langue, qui ont très souvent une histoire commune. Et donc, c'est un marché important. Nous, au Bénin, par exemple, nous essayons de mettre en place un écosystème, pas seulement pour être dans ce mouvement de technologie, de start-up, mais aussi parce qu'on veut soutenir des entreprises et des start-up qui permettent de régler des problèmes du quotidien. Et je vous invite à visiter le stand Bénin Innove, où nous avons une dizaine de start-up. C'est juste un échantillon de cette scène un peu très dynamique que nous avons, certaines qui répondent aux questions de santé. Donc comment aider, comment apporter la santé au plus près des populations. On a une start-up qui utilise l'intelligence artificielle et qui essaye de la rendre accessible au dernier kilomètre, ou comment partager, accompagner les jeunes et faire de l'accompagnement dans l'éducation, donc vraiment dans des secteurs complètement différents. Et cela permet aussi de montrer que, Madame la ministre l'a dit tout à l'heure, la technologie en français existe et c'est important. La délégation béninoise, conduite par le ministre d'État Romia Douadaï, a visité les stands des exposants béninois, témoignant de l'engagement du pays dans le renforcement de la coopération et de l'innovation dans l'espace francophone. Est-ce qu'il y a par exemple des bonnes pratiques en termes de fiscalité ou en termes de gestion des finances d'un pays? On va développer un programme avec vous. Donc ici, par exemple, vous avez un programme avec Moulay Tabouré de Anka sur la levée de fonds. Il faut apprendre en fait aux jeunes talents africains à lever des fonds auprès des investisseurs. Il y a une inadéquation entre les formations que les étudiants suivent et le marché de l'emploi et l'employabilité derrière. Donc on prend le problème à l'envers. La difficulté qu'on va avoir, c'est qu'en face, on a énormément d'étudiants. On a des établissements de formation, donc on les met en relation, on assure l'expérience. Un étudiant qui a son bac à Cotonou, qui veut venir à Paris par exemple pour faire ses études, il peut ouvrir son compte bancaire avec... on peut le faire en ligne, j'espère. En ligne, avec son passeport. Évidemment, à l'heure du numérique, où aujourd'hui tout le monde n'a que de la monnaie numérique dans la poche, et l'État a besoin aussi d'avoir un track record sur l'activité des marchands, ce genre d'outil va devenir de plus en plus utile. Et on le pousse maintenant dans le retail, au lieu de le faire uniquement pour le commerce en ligne comme d'habitude. La participation du Bénin au 19e sommet de la francophonie et au salon Francothèque met en avant l'engagement du pays envers la promotion de la langue française et l'innovation. Ces événements soulignent l'importance des échanges et des collaborations au sein de la communauté francophone pour relever des défis communs et promouvoir le développement durable. À Accra, au Ghana, l'adoption du projet de loi anti-LGBTQ continue de créer la controverse. Les Ghanéens sont descendus dans les rues de la capitale ce mardi pour demander à la plus haute juridiction du pays d'accélérer la mise en œuvre du texte. À la suite de l'adoption du projet de loi par le Parlement en février, deux plaintes visant à empêcher les législateurs d'envoyer le projet de loi au président pour qu'il le signe avaient été déposées. D'autres voix contestaient la constitutionnalité du texte qui prévoit une peine d'emprisonnement de 3 ans pour les personnes s'identifiant comme LGBTQ. Le 17 juillet, la plus haute juridiction ghanéenne a reporté sa décision sur l'injonction, déclarant qu'une décision serait prise une fois que la constitutionnalité de la législation aurait été établie. L'approbation du président est la dernière étape nécessaire pour que le projet de loi devienne une loi, mais il peut également rejeter le projet de loi ou le transférer au Conseil d'État pour un avis plus approfondi. Son état de santé suscite de nombreuses interrogations. À 91 ans, le président camerounais Paul Biya cultive le mystère. Ces derniers mois, il a multiplié les absences, faisant augmenter les doutes sur sa capacité à diriger le pays. En septembre dernier, Paul Biya était attendu à New York dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies, un voyage qu'il a annulé pour se reposer en Suisse.
Même scénario en début de mois, le président annule à la dernière minute sa participation au sommet de l'OIF. Des absences répétées qui ont poussé un candidat à la prochaine élection présidentielle à adresser une lettre ouverte à la présidence de la République demandant plus de transparence sur la santé du chef de l'État. Un courrier resté sans réponse. En parallèle et malgré les inquiétudes, les partisans du président l'appellent à briguer un nouveau mandat lors de la présidentielle de 2025. Au pouvoir depuis 1984, Paul Biya serait alors en lice pour un 8e mandat. Sur le lac Kivu, le port de Kituku est paralysé. Le gouvernement congolais a suspendu le trafic entre Goma et Minova depuis le tragique naufrage d'un bateau le 3 octobre qui a fait entre 30 et 60 victimes selon les sources. Une équipe de plongeurs locaux s'efforce de localiser l'épave du bateau et de retrouver les corps des disparus. Le bilan provisoire de ce naufrage est de 34 morts, 80 rescapés et plusieurs disparus dont le nombre n'est pas connu. Les coordinations de la société civile de Minova et de Mfunishanga dans le Massissi ont déclaré avoir identifié 163 disparus. Sous pression, les autorités devraient envisager de mettre en place des solutions durables pour garantir la sécurité des voyageurs. Le gilet de sauvetage risque d'être obligatoire pour naviguer sur le lac, ce qui complique l'approvisionnement en denrées alimentaires pour les commerçants en pirogue qui ne sont pas équipés. Selon plusieurs sources, les premières victimes pourraient être inhumées ce mercredi à Minova, à la limite entre les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Au Kenya, le vice-président Rigathi Gachagua a été destitué par le Parlement mardi. 281 députés ont voté en faveur de sa destitution, tandis que 44 ont voté contre. Un seul député s'est abstenu. Soit 10 députés de moins que ceux qui avaient voté la motion de destitution. Le vice-président est accusé d'avoir soutenu les manifestations antigouvernementales de juin dernier et d'être impliqué dans des affaires de corruption. Devant le Parlement, Rigathi Gachagua a vigoureusement défendu son droit à la présomption d'innocence, soulignant que ces accusations étaient infondées et ne justifiaient pas une telle décision sans un procès équitable. Cette destitution révèle des tensions profondes au sein du gouvernement. Si le Sénat venait à la confirmer, elle marquera un tournant dans les relations entre le président William Ruto et son colistier. Leur ticket réuni sous la bannière Kenya Kwanza UDA avait remporté la présidentielle en août 2022. Le Sénat devrait se prononcer dans les jours à venir. La République dominicaine a déclaré mardi avoir expulsé ou rapatrié près de 11 000 Haïtiens au cours de la semaine écoulée. Cette décision intervient dans le cadre de la promesse du gouvernement dominicain d'expulser jusqu'à 10 000 Haïtiens par semaine, invoquant un excès d'immigrants alors qu'Haïti s'efforce de faire face à l'afflux de personnes assiégées par la violence des gangs et la pauvreté. Nous avons été informés que c'est la police qui mène les opérations. C'est une sorte de persécution contre les Noirs et contre tous ceux qui sont présumés haïtiens. L'annonce a incité les autorités haïtiennes à demander une réunion d'urgence à l'Organisation des États américains, où le représentant permanent d'Haïti a appelé au dialogue et une solution respectueuse, tout en critiquant ce qu'il a qualifié de graves violations à l'encontre des Haïtiens en République dominicaine. Nous assistons malheureusement à de graves violations des droits des citoyens haïtiens en République dominicaine, souvent en quête de sécurité ou de meilleures opportunités. La communauté internationale, y compris l'OEA, doit reconnaître cette politique de déportation pour ce qu'elle est, une campagne discriminatoire ciblant les Haïtiens en raison de leur nationalité et de leur couleur de peau. Il s'agit des plus importantes déportations de ce type dans l'histoire récente de la République dominicaine. Selon les groupes de défense des droits de l'homme, au moins un demi-million d'Haïtiens vivent dans le pays. Les militants affirment que les déportations mettent en danger la vie de milliers de personnes. Près de 17 millions d'électeurs sont attendus dans les urnes ce mercredi 9 octobre au Mozambique pour élire le prochain président ainsi que 250 membres du Parlement et des assemblées provinciales. 4 candidats ont fait campagne pour apporter des changements dans le pays
dont la population subit les conséquences de l'insurrection djihadiste qui opère dans le nord et des conditions climatiques extrêmes telles que les inondations. Nous espérons un nouvel avenir, un avenir meilleur. Nous voulons sortir des phases que nous avons déjà traversées. Nous voulons que le nouveau gouvernement apporte le succès. Plus d'1,3 million de personnes ont été forcées de fuir leur foyer à cause de l'insurrection, tandis que des millions d'autres ont été confrontés à de graves pénuries alimentaires dues à la sécheresse. Si le président élu crée les meilleures conditions que nous demandons depuis longtemps, je pense que les gens seront très heureux. Le Front pour la libération du Mozambique, ou Frelimo, au pouvoir depuis l'indépendance du pays, a désigné l'ancien présentateur de télé et de radio Daniel Chapo comme candidat. Selon les observateurs, sa vraie menace est le candidat indépendant Venancio Mondlane, ancien candidat du parti d'opposition historique, la Renamo, et très populaire auprès de la jeunesse mozambicaine. Strasbourg, Rio de Janeiro, puis Rabat en 2026. La ville marocaine a été désignée capitale mondiale du livre par l'UNESCO. Le choix de Rabat par le comité consultatif de cette organisation vise à saluer son engagement en faveur de la démocratisation du savoir. La ville a mis en place plusieurs initiatives pour promouvoir la lecture, l'accès à l'éducation et à la culture, ce qui lui vaut cette reconnaissance internationale. Cette désignation met également en lumière les efforts de Rabat pour renforcer les infrastructures culturelles. La capitale marocaine abrite 54 maisons d'édition et organise l'un des salons internationaux du livre et de l'édition les plus importants d'Afrique. De plus, elle voit un nombre croissant de librairies s'implanter, renforçant son rôle de centre culturel et littéraire. Rabat est la 26e ville à porter ce titre depuis 2001. L'année de célébration débutera le 23 avril 2026 à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Charles Onana, journaliste et politologue controversé, est au cœur d'un procès historique en France pour contestation publique de crimes contre l'humanité. Auteur du livre Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, Onana y remet en cause la planification du génocide des Tutsis au Rwanda, qualifiant cette thèse de l'une des plus grandes escroqueries du XXe siècle. Il avance également l'idée d'un double génocide impliquant à la fois Tutsis et Hutus. Poursuivi avec son éditeur, Damien Serriex, suite à une plainte déposée par des associations de défense des droits humains, Onana est accusé de nier ou de minimiser de manière outrancière le génocide reconnu par la France. Son avocat, Emmanuel Pire, réfute ces accusations, affirmant qu'Onana ne conteste pas le génocide mais cherche à en analyser les mécanismes. Une vingtaine de témoins, dont d'anciens officiers militaires français et rwandais, ont été cités par la défense, tandis que les parties civiles ont fait appel à des historiens et professeurs de droit. Le procès est d'autant plus significatif qu'il n'existe pas encore de jurisprudence claire en France sur la négation du génocide rwandais. Sur les côtes libanaises, les pêcheurs se font rares. Depuis le début des bombardements, l'armée israélienne a fait évacuer plus d'une douzaine de villes et de villages du sud-ouest du Liban. Parmi eux, la ville côtière de Sidon, où travaillaient de nombreux pêcheurs. Il y a environ 400 ou 500 pêcheurs qui ont besoin de gagner leur vie. Ils ont besoin de manger et de nourrir leur famille. S'ils ne travaillent pas pendant une journée, ils risquent de se retrouver à mendier dans la rue. Israël nous interdit de sortir en mer, cela n'a pas de sens. Que peut-on trouver dans la mer? Il n'y a rien qui justifie que l'on empêche les pêcheurs de sortir. La côte libanaise abrite 44 ports de pêche et sites de débarquement qui accueillent environ 3000 navires de pêche artisanale. Ces pêcheurs libanais souffraient déjà d'une baisse de leur activité due à de nombreux facteurs. Pratiques sauvages, manque de réglementation, destruction de l'habitat marin et surtout pollution. L'intensification des bombardements de l'armée israélienne rend leur situation plus difficile. Tsahal a récemment annoncé que ces opérations allaient s'étendre dans la zone côtière du Liban.